Je suis Christophe Jolivet, je suis tech lead chez Appseed. Accessoirement aussi, je suis fondateur du Tour de Jug et cofondateur de Tour Tech. Donc c'est un petit événement qui aura lieu début février cette année. Donc le CFP est encore ouvert si vous voulez essayer de présenter à Touraine Tech. Bonjour à tous, moi c'est Yann Thomas Lemoigne, je suis également tech lead chez Appseed Top. Moi je fais rien dans le milieu d'informatique en dehors du travail, je suis sapeur-pompier volontaire et vous pouvez me retrouver sur GitHub sous le pseudo Yato. Alors avant de vous parler de Vite, qui est un outil de build, on va vous faire une petite histoire des builds, simplement. Donc là vous avez un axe qui va de 2000 à maintenant. On retrouve quelques marqueurs, donc on a jQuery en 2006, AngularJS et Node.js qui datent de 2009 déjà, et React 2013 et Vue 2014. Donc quand j'ai commencé, moi à l'époque, on faisait du Ant, c'est-à-dire qu'on faisait rien avec nos fichiers JavaScript. On les embarquait, ça prenait les fichiers JavaScript, ça les mettait dans le livrable et puis ça partait. Voilà. C'était le build du JavaScript à l'époque. On remarque qu'on ne faisait pas grand-chose non plus en JavaScript puisque jQuery est arrivé beaucoup plus tard et du coup c'était galère, il fallait vérifier les navigateurs et tout. 2004, Maven, toujours pareil, finalement on ne faisait pas grand-chose. 2008, Gradle, pareil. Alors là, on a quand même essayé de compacter les fichiers, donc on les mettait bout à bout et tout, mais on ne faisait pas grand-chose encore. Les bundlers, eux, ils sont arrivés un peu plus tard, donc avec Grunt et Webpack en 2012 et Gulp en 2013. Donc pour ceux qui ont manipulé ces outils-là, vous savez, ce sont des grands fichiers de configuration pour appeler tout un tas de plugins avec tout un tas d'options, de trucs complexes qui sont difficiles à maintenir, difficiles à comprendre. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le fichier de build d'un projet, on le copie-colle de l'autre côté, puis comme tout n'est pas structuré pareil, on va changer 2-3 noms de fichiers, tout à coup ça marche, et plus personne n'ose y toucher. En 2015, on a vu l'arrivée des ECMAScript modules. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des nouveaux outils de build, encore, mais c'était la normalisation des modules du côté du navigateur, donc c'est plutôt bien. Du coup, on a eu Rollup, on a eu Parcel en 2017, donc Rollup en 2015, et ESBuild en 2020, qui lui va nous permettre de faire des changements de modules à la volée aussi dans les navigateurs. Vite, dans tout ça, alors Vite, c'est un outil qui a été créé par Evan You. Donc Evan You, si vous ne connaissez pas, c'est le monsieur qui a fait Vue.js. Voilà. Donc il a commencé en 2020. Il s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec tous ces nouveaux outils et tout. On va améliorer le build. Donc il a pris le fichier d'un composant. Vous savez, on a l'HTML, le CSS, le JavaScript. Coupé ça en 3 fichiers. Et puis éventuellement rattacher les autres bouts du même type derrière et pousser. Il fait un POC en une nuit. Il publie son POC. Et puis la version 5 arrive dans le mois même, en avril 2020. Il continue à travailler là-dessus, pour Vue.js toujours, et au moment d'être à l'approche de la sortie de la V1, finalement, il décide de laisser tomber la V1, et puis il passe directement à la V2, et puis il ouvre à tout un tas d'autres outils, d'autres frameworks. Donc en décembre 2020, il ouvre tout ça, il ouvre à tout un tas d'outils, et Vite 2 arrive très vite. En février 2021, il est prêt. Il supporte plusieurs frameworks. Et du coup, en mars 2021, il va créer une communauté derrière pour la maintenance de l'outil. Alors, pourquoi Vite ? Ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il va améliorer les performances de nos builds ? On va voir s'il va nous aider à améliorer la boucle de feedback pour le développeur, ce qu'on attend toujours d'un outil de build. Et puis, on va voir si on n'est pas obligé de réinventer un build encore. Alors maintenant, on va expliquer comment ça fonctionne tout ça. Alors, on a des nouveautés, ES Modules, il y a plein de choses. Vite, c'est basé sur 2 systèmes. Un premier en mode production, on va rester sur quelque chose qui existe, les bundlers, avec un outil qui s'appelle Rollup. En développement, par contre, on va utiliser toute la force de la nouveauté ES Module. Et là, on va expliquer un peu comment ça marche. Alors, un projet, c'est composé de 2 grandes parties. Une première avec notre code source, l'entry point, l'index.html souvent, le TypeScript, le JavaScript, le CSS, etc. Toute cette partie-là va être
utilisé via ESBuild pour faire utiliser le ES module en fait. Toute la partie node module, les librairies ne sont pas amenées à changer souvent. On peut toujours utiliser la partie bundler qui va faire toujours de la minification, etc., etc. Le truc, c'est que tout ce qui est dans les node modules ne sont pas forcément compatibles aujourd'hui avec ES module. Donc, on va rester sur un système de bundle pour les librairies dans le cadre de l'outil build. Vite, pardon. Un bundle, c'est quoi? Un bundle, en fait, c'est un regroupement de plusieurs fichiers qui vont être minifiés. On va les traiter de façon différente. On va les réunir en créant un seul fichier qu'on va appeler le bundle. Et une fois que lui sera prêt, le serveur sera prêt à rendre l'information. A contrario, avec ES module, on va faire l'exact opposé. Le serveur sera prêt tout de suite. En fait, j'ai rien compilé. Je vais attendre une requête HTTP qui va me dire « Ah, bah, tu as besoin de ça, 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 ok, bah, je t'envoie ça au format ES module. » Et je vais laisser le navigateur faire ce qu'il faut pour réimporter si j'ai déjà des choses et faire ce qu'on appelle le HMR, le Hot Module Replacement, pour remplacer à chaud uniquement les fonctionnalités qui sont nécessaires et qui ont changé. Alors, on va passer à la démo directement. Donc, on va voir ce que c'est que la création d'un projet. On va voir aussi comment lancer après le fameux projet qu'on aura créé. On verra l'intégration de SaaS, parce qu'on a toujours un petit peu de SaaS. La différence entre le dev, la prod, la configuration des variables d'environnement, l'intégration d'un backend. On va discuter un petit peu du Hot Module Replacement API. Et enfin, on verra les plugins. Est-ce que vous voyez tous bien? Pas de réponse, c'est que ça se passe bien. Ok, on va partir sur la création d'un nouveau projet parce que Vite nous permet de créer un nouveau projet. Pour ça, on va choisir notre package manager préféré. Alors moi, j'aime bien PNPM, mais après, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. L'avantage de PNPM, c'est que si j'ai un problème d'Internet, je vais pouvoir le faire en offline, en fait. Donc, à partir de cette petite commande, moi, je vais créer un nouveau projet. Donc, on va me poser des questions. Donc, un projet, je vais l'appeler DevFest. Je vais choisir le framework que je veux. Donc, moi, je vais partir sur du React. On pourrait faire très bien autre chose, peu importe. Là, on va pouvoir choisir plusieurs variants. Donc, moi, je vais choisir TypeScript, mais on pourrait prendre aussi TypeScript avec un autre compilateur, en Rust en l'occurrence, JavaScript ou JavaScript encore avec du Rust. Et voilà, c'est tout. Là, tout a été récupéré sur mon poste, mis à jour avec les données que je viens de mettre. Mais en fait, il n'a rien fait pour moi vraiment. Tout ce qu'il a fait, c'est me donner de la ligne de commande à faire. Moi, derrière, si je ne veux pas faire un npm install tout de suite, il n'y a rien qui m'y oblige. Je fais ce que je veux. On va ouvrir ça. Est-ce que vous voyez toujours bien? On voit. OK. Alors, je vais commencer par faire le npm install pour gagner du temps. Et pendant que ça fait ça, je vais présenter l'arborescence générée. Donc, l'arborescence générée, j'ai un public. Dans le public, j'ai rien de plus que vite.svg. En fait, c'est le logo de Vite. Ensuite, j'ai mon source. Mon source, ça va contenir toute mon application. On React. Un petit fichier vite-env.d.ts dont on parlera tout à l'heure. Et ensuite, j'ai que de la partie configuration, la configuration de mon projet. Donc ESLint, Gitignore, etc. Mais je n'ai pas de Git pour l'instant. C'est à moi de décider si je veux le mettre. Mais c'est préconfiguré pour. Ce qui va m'intéresser ici, ça va être le package.json. On a parlé de ES module. On est en type module, logique. Il y a plusieurs scripts, on en reparlera juste après. On voit ici que dans mes dépendances, ce qui est intéressant, c'est que j'ai plus que ce dont j'ai vraiment besoin. Donc ici, je fais du React. J'ai pas besoin de Webpack, j'ai pas besoin de... Et je sais pas si vous avez déjà fait du Webpack, mais si vous faites que du Webpack, vous avez besoin de 3 libs pour faire un serveur de dev, en fait. Là, en fait, j'ai Vite. Alors j'en ai un deuxième, avec un plugin, parce que je fais du React. Comme on a dit, c'est agnostique du framework. Si je veux faire du Vue.js, je peux faire du Vue.js. Donc toute la partie spécifique a été sortie. Mais mis à part ça, j'ai juste Vite. Et ça fonctionne. On va aller voir sa configuration. De la même façon, il n'y a rien. Tout a été fait pour moi. Je n'ai pas des fichiers de 2 km de long à copier du projet précédent pour que ça fonctionne. Et enfin, mon fichier package.json, comme je disais, a 4 scripts, 3 qui vont m'intéresser ici. Le premier, dev, on a parlé d'un build de développement. Build de production. Et preview, c'est les 3 qui vont m'intéresser le plus. Preview, on verra ce que ça fait tout à l'heure. On va lancer le projet.
Donc il fait plein de choses pour moi. Donc il a lancé le projet, donc il a fait tous les bundles de Node Module, etc. Et il m'a ouvert un helper, parce que moi j'en écris, mais je me porte. Donc en fait, il le fait pour moi. Voilà mon application qui tourne, avec un petit compteur. C'est beau, hein? Donc ça, c'est ce que vous obtenez quand vous créez une application React. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous simplifier un petit peu tout ça pour la suite des démonstrations? Alors je vais juste changer le CSS, de façon à ce qu'on puisse tout afficher sur une seule page. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Et maintenant, on voit tout. Voilà. Vous notez au passage, le compteur est resté. D'accord? On a changé toute la CSS, ça a été rafraîchi dans mon navigateur, mais pas toute ma page a été rafraîchie. Je garde mon contexte JavaScript. Et on va pouvoir le montrer, ça, de deux façons. La première, on va regarder directement dans le code. Vous voyez le Vite plus React? En réalité, c'est un peu faux. Moi, je fais du TypeScript aussi. Donc, je vais rajouter TypeScript. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je ne fais pas de bundle et que je vais renvoyer uniquement ce qui est nécessaire et que le navigateur va normalement faire ce qu'il faut, en fait, il n'y a que cette ligne qui va être modifiée. Donc, je ne vais pas perdre mon contexte dans mon outil de développement. Alors, je vais essayer de vous le montrer rapidement. J'enregistre. Quand je reviens, il n'y a que cette ligne qui a été mise en surbrillance. Alors, ça va vite, hein, je suis désolé. Mais en fait, je n'ai pas perdu le contexte. Donc, si vous faites, par exemple, du style ou quoi, ça ne recharge pas la page. Vous êtes directement sur le même contexte. Ça, c'est un gain. Et on peut aller voir au niveau du réseau la tête du fichier, le fameux style ES-module. Vous voulez le lire? Je vous le laisse si vous voulez. OK. Bon, maintenant, une appli, ce n'est pas un seul composant. Pour l'instant, on n'a que le composant principal. On va remettre un deuxième composant. On va se faire un petit header en haut de la page. Alors, on va aller un peu plus loin, parce que j'ai oublié un petit truc. On a le compteur qui est gardé, parce que comme on n'a pas rechargé la page, on peut garder l'état des variables. Alors, on va faire un petit header. On va essayer de rester un petit peu propre. On est sur une application React. Alors, j'ai des petites snippets pour faire un peu tout. Je vais mettre juste un titre qui s'appelle démonstration. Pour pouvoir l'utiliser, il va me falloir le style qui va bien. Là, on remarque que tout à l'heure, j'ai eu un petit message qui m'a dit que mon app.tsx a été mis à jour. Là, j'ai créé header et il ne me dit rien. Comme on a dit tout à l'heure, dans ma petite présentation, j'expliquais qu'à partir de mon entry point, si jamais il ne détecte pas qu'il y a un changement, en fait, je ne le compile pas. Donc, je ne l'ai pas compilé. Donc, en fait, il n'a pas été envoyé. Tout simplement parce que je ne l'appelle pas ici. Si je l'appelle, en fait, il n'y aura toujours que mon app qui va être mis à jour, parce que le header va être pris dedans. Donc, j'aurai qu'un seul message avec le app. Ça peut être un peu déstabilisant au début. J'enregistre, mon app a été changé, je vois le petit x2, et quand je reviens, j'ai mon header démonstration. Et le compteur est toujours à 6. Et le compteur est toujours à 6. OK, sauf qu'on a oublié un truc, c'est qu'on voulait faire du SCSS et pas de la CSS. Alors encore une fois, il va tout faire pour m'aider. Donc je vais commencer, moi je veux du SCSS, donc je vais renommer ici, je vais lui dire que je veux du SCSS, et là, si tout se passe bien, j'ai un message. Vous n'avez pas SAS. Voulez-vous l'installer? C'est quand même magnifique. Hein. Bon, je vais installer SAS. Je l'installe, je reviens, et ça fonctionne. J'ai ajouté aucune configuration dans Vite. Lui, il a détecté tout seul que je faisais du SAS, pas de problème. Par contre, du coup, on a perdu le compteur ce coup-ci. On a perdu le compteur, mais on ne fait pas que des miracles. On peut le voir, en fait, ici, il y a eu un restart qui a été fait à ce niveau-là. Serveur restarted. Donc, en effet, on ne fait pas des miracles. OK, donc on vous a présenté un petit peu les débuts de votre développement, et puis on a une belle appli, maintenant c'est l'heure de la pousser en prod. Donc est-ce qu'on peut voir un petit peu la différence entre le dev et la prod? Oui. Alors pour faire ça, on va lancer un build. Comme je disais, c'est deux choses différentes. Le build, il va me permettre de créer mon bundle qui va pouvoir partir en prod. Pour lancer un build, pnpm run build, pas plus compliqué, tout est noté, build pour la production, il y a 36 modules, je suis content. J'ai tout ce que j'attends d'un build, mais en fait, je réutilise l'outil Rollup, donc ça existait déjà, pas de problème. Maintenant, j'ai une commande pour pouvoir le tester directement sur mon poste, le fameux preview. Le preview, il va me lancer un helper, de la même façon que la dev.
Sauf qu'il ne va pas se recharger à chaud. Lui, il ne va pas faire de watch sur ce que je change. Je vais pouvoir le lancer. Et j'ai mon compteur de la même façon. Donc j'ai mes deux applis que je vais essayer de mettre à côté l'une de l'autre. D'un côté, j'ai mon appli de dev, l'autre de prod. Vous savez quel côté est la dev, là, quel côté est la prod là? Moi, je suis un peu perdu. Si tu pouvais nous mettre quelque chose pour taguer. Alors, je vais faire ça. Donc, il y a des notions de variables d'environnement qui sont natifs à Vite. Tout ce qui est dev, prod, server-side rendering, etc. On les voit ici. Pour les utiliser, j'ai le mot-clé import.meta.env qui me permettent de récupérer toutes ces variables qui sont prépositionnées par Vite. Donc la dev, si je suis en dev, j'affiche développement mode. J'enregistre, je reviens. Si je suis en dev, j'affiche développement mode. Alors c'est un peu faussé parce que sur le build de prod, bah, j'ai pas rebuildé en prod en fait. Donc il faut que je rebuild pour mettre à jour. Donc on va le refaire. Je rafraîchis. Développement mode n'est pas affiché. Tout se passe comme je veux. Ok, donc on a des variables d'environnement pour gérer la prod et le dev. Est-ce que, comme dans tout bon projet, on va avoir nos propres variables d'environnement, hein, normal. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour moi et mes variables d'environnement? Alors, on va ajouter un nouveau fichier qui s'appelle .env, les variables d'environnement. Jusque-là, ça choque personne. Et moi, par exemple, je vais modifier mon titre. Les deux autres arriveront pour plus tard, ne vous en inquiétez pas. Mon titre, donc, ça va être Vite Title App, qui va être démonstration. Et je vais l'utiliser ici à la place de celui-là. Import.meta.env. Et là, moi, j'aimerais avoir de l'autocomplétion. En tant que bon dev, ça me saoule d'écrire, j'ai peur de faire des fautes. Ben, en fait, on va pouvoir le faire ici. Env, type file, en ajoutant à l'interface import meta la notion de env et en lui rajoutant les miennes. En fait, ça va ajouter directement tout pour mon IDE pour qu'il sache faire. Donc quand je reviens ici, mon Vite Title App est arrivé. Et en plus, elles sont typées au passage. Elles sont typées parce que je suis en TypeScript, bien sûr. Bon, j'ai pas changé, donc Title App, je vais le changer tout de suite. Je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, c'est clean. Là, je vais changer. On est au DevFest. J'enregistre. Et on voit que Vite a vu que mes fichiers .env vont changer. Donc, il a redémarré sur mon serveur. Parce qu'en fait, là, il est obligé, à chaque fois qu'il y a une différence au niveau de la configuration, de le redémarrer. Donc, je perds mon contexte, mais il le recharge à chaud. Ça commence à prendre forme, mais pour l'instant, on a une simple API web. Et puis, en général, il y a un back-end derrière. Il y a quelque chose. Donc, j'aimerais bien appeler des sources quelque part. Alors, je vais créer un weather.component.sx qui va me permettre d'afficher la météo. Alors, je vais passer rapidement dessus. Je récupère la météo depuis /API, d'accord, pour éviter les problèmes de Corse, etc. Via ma vite latitude, vite longitude, je récupère ça et je l'affiche. Pour l'afficher, je vais aller directement dans mon app.sx et je vais le mettre tout en bas. Weather. Avec mon bel accent. Et quand je reviens, j'ai bien mon degré qui est affiché, mais je n'ai pas la température. Alors moi, j'aimerais avoir la température. Et là, ça va être la première fois où il va falloir que je configure mon serveur pour lui dire merci de me faire un proxy vers telle URL de façon à récupérer la donnée que j'ai besoin. Parce que lui, /API, il ne connaît pas. Donc pour faire ça, on va aller dans le fichier de configuration Vite pour la première fois. On va lui dire merci de me configurer mon serveur. Un proxy. Dès que tu vois /API, tu le remplaces par ça et tu me réécris l'URL pour enlever le /API que j'ai mis qui n'est pas utile. J'enregistre 12,1 degrés. Alors on va regarder si cette configuration marche en prod. Donc on va aller rebuilder, comme tout à l'heure. Et en théorie, ça marche tout de suite. Malheureusement, non. Il y a un petit truc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de watch qui est fait. Du coup, lui, il n'a pas rechargé la configuration, donc il va falloir que je le redémarre en fait. Mais mis à part ça, c'est la même configuration qui marche en prod et en dev. Donc au final, on a un fichier avec très peu de configuration qui en plus fait le dev et la prod. Plutôt pratique. Oui.
Ok, donc tout ça, c'est pas mal. On a vu, on vous a dit, on changeait des modules à chaud, etc. Donc du coup, il y a une API pour ça, qui est le Hot Module Replacement. Et on a possibilité de réagir à ces événements aussi. Donc c'est le fameux HMR. Donc là, j'ai ajouté un script, ici, qui va regarder si il est disponible. S'il est disponible, alors je vais écouter un événement. Ici, c'est un événement émis par Vite, after update. Dès qu'il y aura une mise à jour qui va être faite, quel que soit l'endroit sur l'application, moi je vais pouvoir l'écouter et exécuter du code. Pour libérer de la mémoire, pour faire un peu ce que je veux. Là, on le voit, il a été exécuté ici. Le problème de ça, c'est que, en fait, quel que soit l'endroit où je vais faire une modif, il va être exécuté. Moi, je voudrais le faire que quand mon weather il est modifié. Parce que si mon weather est modifié, je veux remettre à 0 ces variables, ou refaire enfin peu importe. Mais si mon app est modifié, je veux rien changer. On va pouvoir le faire. Donc, toujours dans mon weather, il y a une autre fonction qui s'appelle accept, qui permet de faire ça en fait. Tant que ce n'est pas le composant qui est là qui est modifié, je n'appelle pas le code. On va rafraîchir. Je vais mettre. Donc là, mon weather a été modifié et mon updated toujours appelé, forcément. Je vais remettre à 0. Et si je modifie dans mon app.sx pour enlever la ligne que j'ai faite tout à l'heure, j'enregistre, je reviens, j'ai que mon updated d'appeler. Donc je peux répondre à beaucoup de cas. Sachant que si vous avez été curieux, bien sûr, c'est exactement ce qui a marqué quand on regarde là-dedans. Tout ça, c'est du code qui est ici. Et c'est utilisé pour utiliser ce module en dev. Mais quid de la prod du coup? Parce que est-ce que je vais rembarquer du code supplémentaire finalement en prod pour des trucs que j'utilisais quand je développais avec le Hot Module Replacement? Alors, l'avantage, c'est que ça ne va pas être exécuté en prod. Donc là, si je regarde, j'ai pas mon updated dans ma console. En même temps, c'est pas mis à jour. C'est un bundle qui est envoyé. Mais c'est même mieux que ça, parce que si on regarde à l'intérieur des sources qui sont envoyées, on n'a aucune trace de nos petits updated et tout qu'on envoyait. C'est-à-dire qu'il fait tomber à partir du moment qu'on est sur le HMR hot. C'est ça. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On va discuter un petit peu des plugins. Donc, parce qu'on a tous fait bosser sur des applications, du PWA ou des trucs comme ça. On a un petit plugin qui nous facilite le travail, donc, ou même pour débugger peut-être. Alors, un plugin, c'est quelque chose qui va être partageable dans toute notre société. On va pouvoir la récupérer un peu comme ça. Donc là, par exemple, je vais récupérer Vite Plugin React Inspector. Donc je le récupère et je vais pouvoir l'utiliser très rapidement via un import de mon plugin. C'est pas celui-là, import. J'importe mon plugin et un peu comme React, en fait, je vais appeler une fonction qui est importée par mon plugin, qui va être directement utilisable ici. Qu'est-ce qu'un plugin peut faire? En fait, il peut faire plein de choses. On va pouvoir créer les nôtres déjà, on en parlera juste après. Dans notre cas présent, il va ajouter du code source directement ici. Donc on voit l'attribut Data React Inspector, dont lui il va se servir. Il va écouter ça pour pouvoir utiliser ces informations qu'il a au moment du build, de façon à ce que quand je clique sur ça pour l'activer et que je l'utilise, il va me rouvrir directement mon IDE à l'endroit que je veux. Pour ce faire, il va également écouter tout ce qui est envoi de requêtes au serveur Vite. Donc il va se mettre au milieu et il va arrêter la requête en mode « ça c'est à moi, je sais quoi en faire, je vais l'utiliser pour ouvrir ton IDE préféré ». Après là c'est du code AE. C'est plutôt chouette. Donc ça c'est un plugin standard qui existe forcément, mais on a tous eu une entreprise avec un cas particulier avec aucun plugin qui existe sur le marché, même s'il en existe une centaine au moins de plugins pour Vite. Il y en a voilà. Un petit paquet. Donc il y a un petit peu de monde. Voilà, ça c'est la liste des plugins de Vite. Alors il y en a certains qui sont spécifiques à des frameworks ou des choses comme ça. Donc ça c'est juste les officiels qui ont été listés par Vite, en fait, par la communauté. Il y en a d'autres certainement, mais voilà, il y en a beaucoup. Donc du coup, des fois on n'a quand même pas de plugin pour faire ce qu'on veut, eh ben, on peut quand même le coder nous-mêmes, et là aussi c'est encore très simple.
Donc c'est ce qu'on va faire. En fait, ce qu'on va faire, c'est un simple objet, comme ça, où je vais lui donner un nom. Donc là, version plugin, ça va être affiché dev mode dans le titre. Parce qu'en réalité, c'est une mauvaise pratique de marquer développement mode dans le header. Moi, je ne veux pas changer le style de ma page. Je veux juste afficher que je suis en développement. Donc je vais pouvoir définir où est-ce que je veux l'appeler. Donc là, je veux l'appeler uniquement dans le cas où je sers une application en mode développement. Mais je pourrais le faire également en build. Si je ne le précise pas, ça va être exécuté dans les deux cas. Et enfin, une fonction qui va faire ma transformation. Alors là, je transforme que le index.html pour changer la balise titre et lui mettre dev mode. Si on arrive ici, dev mode. Donc c'est bien pris en compte. Je pense qu'on a le temps. Maintenant, ça va être utilisable que dans mon projet. Moi, je voudrais le partager. Pour partager, il va falloir que je le partage, donc que je crée en fait une lib. Moi, je vais pour l'instant créer qu'un dossier que je vais appeler plugins. Dans mon dossier plugin, je vais créer exactement la même chose que ce que React a créé. Donc, en fait, une fonction qui va importer exactement la même chose que ce que j'ai déjà affiché. Jusque-là, c'est pas compliqué. Alors, il y a une petite configuration à faire parce que faut le lire. Alors, ça va être tsnode. Et là, c'est une config de la compilation Voilà, enfin, TypeScript. peu importe. Et ça, je vais pouvoir l'enlever et aller l'importer directement. Donc, my plugin, que j'ai oublié son nom. Alors, c'est là le truc, c'est que des fois, il y a un petit délai le temps que mon IDE recharge la configuration. C'est des fois un peu pénible. J'enregistre, et en fait, il n'y a rien qu'à changer, parce que c'est exactement la même chose. Mais j'ai toujours mon développement mode qui est ici. Donc on va pouvoir partager nos plugins inter-entreprises pour faire exactement la même chose et éviter de réécrire du code. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu facilité à créer un projet. Il vous pose quelques questions et hop, le code apparaît. Alors vous n'avez pas le npm install, vous n'avez pas de git, c'est à vous de décider si vous voulez les faire ou pas. Le lancement de l'application, là ça va vite, c'est rundev, npm rundev. On a vu l'intégration de SAS, là aussi il nous suggère, il a trouvé nos fichiers SSS, il nous dit tu devrais peut-être installer SAS, il suffit de le faire. Le mode dev et prod, donc pensez à rebuilder à chaque fois votre code pour la prod, si vous testez en prod. Configuration des variables d'environnement, là aussi c'est plutôt bien, avec le petit fichier de config qui vous permet d'avoir des types aussi derrière vos variables d'environnement et de la complétion. L'intégration d'un back-end, ça c'est la plus grosse configuration qui a été faite finalement, ça a été de programmer le proxy. Ça reste quand même relativement simple à faire par rapport à ce qu'on faisait dans les anciens systèmes. Le Hot Module Replacement qui va vous permettre de réagir quand il vous switch des trucs en mode développement. Aucun code d'embarquer en production. Bien aussi. Et puis enfin, le système de plugins. Donc il y en a tout un tas qui existent. Et puis en plus, on peut même finir par développer nos propres plugins dans des packages à part pour pouvoir les réutiliser dans nos différents projets. Donc si on regarde un petit peu, qu'on fait le tour du truc, côté avantage, qu'est-ce qu'on a? La documentation, alors on ne vous l'a pas montré, mais la documentation est très bien faite, super complète, enfin, il n'y a pas de problème avec la documentation. Donc la configuration qui est accessible à tout le monde, parce que finalement, il n'y a presque pas de configuration. Le système de plugin qui est riche, c'est confortable à l'usage pour le développeur. Il s'aperçoit quand vous changez des trucs du côté du serveur, il redémarre le serveur tout seul. Il s'aperçoit quand vous changez le code, vous avez le hot module, c'est vraiment génial. Et puis, c'est safe pour la prod. Si votre chef n'est pas d'accord pour travailler avec d'autres outils, c'est Rollup derrière quand vous buildez pour la prod, celui qu'on utilise sur presque tous les projets maintenant. Alors au niveau inconvénient, il y en a quand même quelques-uns. On utilise deux systèmes de build différents, qu'on soit en dev et en prod. Donc on pourrait se dire, ah bah tiens, ça marche en dev, mais on a tous eu. Non mais ça marche pas en prod.
Ouais, mais sur mon poste, ça marche. Là, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont quand même fourni un système pour qu'on puisse le tester, le bundle de prod, directement, via la preview. Mais en fait, c'est juste un serveur HTTP. Hein, mais on n'a pas à réécrire la conf. Donc ça reste assez chouette. Bon, je modère mes propos, hein, il n'y a aucune issue ouverte sur ce genre de problème. Néanmoins, on ne sait jamais. Ouverte ou fermée d'ailleurs, parce qu'on a recherché dans les issues fermées, il n'y avait pas d'issue. En tout cas, à ce jour. Il y a quand même un petit truc qui est un peu potentiellement stressant. Là, par exemple, vous avez vu que j'utilisais React, mes variables d'état sont gardées, donc c'est super chouette. Et des fois, on peut prendre ça pour une norme, et en fait, c'est pas toujours vrai. Selon ce que vous utilisez comme framework, ça fera pas toujours le même effet. Là, en plus, React a un système qui s'appelle React Refresh qui me permet de garder tout ça. Donc, si vous faites d'autres choses, du Vue, du Vanilla, enfin peu importe, des fois, on peut perdre le contexte sans comprendre trop pourquoi, parce qu'en fait, le fichier a été modifié, que le ES module, ok, c'est bien, mais moi, je crois qu'il a été modifié, du coup, je vais le modifier au niveau navigateur, et nous, on dit, bah non, mais je ne l'ai pas modifié, pourquoi j'ai perdu mon contexte, hein. Et en fait, voilà, bon, des petites choses, mais c'est que des petites choses, c'est des ajustements. Alors, en conclusion, est-ce que c'est une nouvelle ère pour le développement front? Alors, pour moi, non. Parce que j'ai plutôt une vision du client, l'utilisateur de l'application. Du coup, lui, il a toujours la même application qui est livrée sur son poste, il ne fera pas la différence. Donc ce n'est pas une nouvelle ère comme à l'époque où on était passé d'un ensemble de fichiers qu'on allait réunir tous ensemble, qu'on compactait, etc., qu'on diminuait les vitesses de téléchargement pour le client. Donc pour moi, ce n'est pas une nouvelle ère. A contrario, moi, en tant que développeur, je ne pense pas du côté du client, je pense à mon confort. C'est clair que c'est quand même super comme outil. En plus de ça, je pense clairement que ça va devenir une norme. Aujourd'hui, beaucoup d'outils proposent vite comme build de base en fait. Angular y va. Depuis le 8 novembre, c'est utilisable via le builder officiel ESBuild. React, qui est, voilà, bon, Vue, hein, forcément, hein, c'est le créateur de Vue quand même. Mais même Svelte s'y met, qui est un compilateur. Donc si tout le monde y va, à un moment, ça va devenir quelque chose d'impressionnant. Et voilà. Et je pense que l'outil est super. Après, il y a quand même des petites choses. Aujourd'hui, ils ont déjà changé de moteur de build pour la partie production une fois. Et potentiellement, ils voudraient rechanger pour partir sur ESBuild pour la prod plus tard. C'est marqué dans leur doc. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? On ne sait pas. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas eu de breaking change sur la première fois où ils ont changé. La configuration était la même, mais on ne sait jamais. Donc à surveiller. Mais c'est un super outil. On vous remercie. Merci du coup, si vous avez des questions, il nous reste 6 minutes. Ouais. Et c'est encore plus La question, c'était simple. est-ce qu'on peut utiliser les variables d'environnement dans la partie configuration pour taper en API de prod ou de dev? Et en fait, tu peux le faire dans les plugins, dans la conf, un peu où tu veux. Et le truc qui est chouette, c'est que pour avoir des environnements de prod, de dev, de recettes, de ce que tu veux, tu as juste à changer au niveau de ton point .env, .env.prod, point .local, et tu as une petite commande à faire en plus et c'est tout, quoi. C'est juste un flag. Donc tu peux tester sur ton poste différentes configurations. Autre question? Il y a une question qui n'est pas venue, ça m'inquiète. C'est quid des tests? Alors, je pense que vous ne faites aucun test dans la partie front, ou à part à la main, peut-être. Alors, ce qui est chouette avec les tests, c'est qu'ils ont fait un fork de geste qui est très rapide déjà, mais maintenant qui s'appelle ViteTest, qui est 3 fois plus rapide encore. Je vous le conseille. Et ça s'écrit tout pareil, super facile à mettre en place. On n'en a pas parlé. Alors, la question, c'est est-ce que ça peut marcher avec Jasmine? Aucune idée. Mais c'est de la conf, donc je pense que oui.
Parce qu'en fait, tu recrées un tsconfig.spec. Et tu fais ce que tu veux, en fait. Mais oui. Donc il y a au moins des tests en Jasmine de fait. Voilà. Autre question? Il reste 4 minutes. On va se regarder dans le blanc des yeux pendant 4 minutes. Non, on va libérer tout. Oui. J'ai une question, mais du coup, c'est pas forcément précisément sur la présentation, enfin, je sais pas. C'est justement sur la problématique de quand on génère un livrable, donc on va tester par exemple en recette, qu'on souhaite le déployer en production. L'inconvénient en fait de ces systèmes-là, enfin moi ce à quoi j'ai été confronté, c'est que on ne peut pas vraiment externaliser la configuration. Si par exemple on a une variable qui est différente entre prod et recette, avec un système comme ça, on doit rebuild. Ce qui fait qu'on peut justement avoir quelque chose de différent. Même si en théorie ce sera la même chose, on n'est pas à l'abri. Donc moi jusqu'à présent ce que je faisais c'est que je passais par une manip en fait, lors de la mise en prod, il y avait un fichier de configuration qui devait être réinclus en fait, dans le livrable au moment du déploiement. Là, ça c'est pas possible. Solution alternative plus efficace ou plus fiable? Non, ça c'est pas possible. Dans l'état, non. La question c'était sur les entre recette et prod, on a le même livrable, du coup, buildé, qu'il faut rebuilder différemment pour avoir les variables d'environnement de la prod par rapport à la recette. Je le redis juste pour la vidéo qui est enregistrée. Oui, mais pas à ma connaissance. Ouais. D'accord. Je ne savais pas. Après, il y a peut-être un plugin qui fait quelque chose comme ça, qui permet d'externaliser la configuration. Après, tu peux externaliser ta conf et aller la chercher via un appel en mettant directement dans ton livrable. Mais du coup, c'est pas Vite qui le fait, c'est toi qui vas aller chercher à la main ta conf au moment du démarrage. Après, si c'est juste pour ton API, genre l'adresse de ton API qui est en recette ou en prod, etc., dans ces environnements-là, tu ne lances pas un npm run preview pour avoir le résultat de ton build. Tu vas poser ça sur un serveur, un Nginx ou quelque chose comme ça qui va servir tes fichiers et qui va avoir les règles de routage aussi pour ton API. Donc du coup, au niveau des API, il n'y a pas de problème. Après, je suis en train de chercher quelle autre variable d'environnement pourrait poser un souci. Mais si tu t'amuses à tout mettre en variable d'environnement, tu vas en avoir des soucis. Oui. Ok. Oui. Quelques temps après Vite, il y a un autre bundler qui est sorti, Turbo. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez des retours à faire dessus? Alors j'en ai entendu parler, j'ai pas encore eu le temps de jouer avec moi. Mais moi non plus, et pour moi Vite n'est pas un bundler. Oui. C'est ça, ouais. Surtout c'est que donc la question c'était Turbo qui est sorti peu de temps après Vite, qui est le bundler, mais la différence c'est que Vite aide sur beaucoup plus de trucs que juste le bundler. Ouais. Ok, bah merci.